Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 13e vidéo consacrée à la résolution des cubes à 8 axes. Cette vidéo est également la première d'une nouvelle mini-série consacrée à la résolution des supercubes. Et pour commencer, qu'est-ce qu'un supercube? Avant de parler de supercube, je vais reparler un petit peu du scube classique. C'est le casse-tête que je tiens dans mes mains et c'est un casse-tête que j'ai déjà décrit dans d'autres vidéos. On avait vu en particulier que ce casse-tête se caractérise par des axes de rotation qui ne passent pas par le centre de ses faces comme sur un cube standard, mais par ses coins, comme on le voit ici. Si on veut résoudre un cube classique, comme celui-ci, on doit en particulier veiller à la bonne orientation de chacun de ces coins. Et là, c'est facile puisque chaque coin comporte 3 couleurs. Si on tourne par exemple ces pièces-là, on voit bien qu'on a modifié l'orientation de ce coin. Si on s'intéresse maintenant à ces centres, on remarque qu'ils ont une forme carrée, donc régulière, et surtout, ils n'ont qu'une seule couleur. Cela veut dire qu'ils n'ont pas d'orientation prédéterminée et surtout pas d'orientation visible. Si ce centre était tourné de 90 ou de 180 degrés, on serait incapable de le voir. Donc pour résoudre les centres sur un cube, il suffit de le placer sur la bonne face, c'est-à-dire celle qui correspond à sa couleur. C'est la seule contrainte pour ces centres. Si je fais un parallèle avec la famille des cubes standards, comme avec ce 4x4, j'ai ici un 4x4 classique, où on voit que sur cette face, j'ai 4 centres individuels blancs, des pièces qui ne portent qu'une seule couleur et qui ont un contour carré. Donc si ces centres se retrouvaient permutés entre eux, je ne pourrais pas le voir. En revanche, si je prends son équivalent, mais cette fois-ci en supercube, je vois que j'ai une contrainte d'orientation supplémentaire, matérialisée par ces flèches, et si par exemple ce centre individuel était à cet emplacement-là, la flèche ne pointerait plus vers le haut, mais vers la gauche. On a donc une contrainte d'orientation supplémentaire, et je vais faire de même sur le cube pour le transformer en supercube. J'ai ici marqué aux doubles faces les 4 centres des faces latérales du cube, et je vais maintenant vous montrer les conséquences des rotations qu'on a déjà l'habitude de pratiquer avec un cube classique sur l'orientation de ces centres. Si on reprend l'algorithme de base qu'on a déjà vu sur le cube classique, qui fait intervenir des rotations autour de ces deux coins, 2 rotations vers le bas suivies de 2 rotations vers le haut, on sait que cet algorithme permute en particulier ces 2 centres entre eux et ces 2 centres entre eux. Donc en toute logique, si on l'effectue 2 fois de suite, on devrait avoir des centres qui sont revenus à leur place. Mais on va voir que dans le cas d'un supercube, on a également une conséquence supplémentaire. Donc si je prends mon cube, je commence du côté droit, vers le bas, vers le bas, vers le haut, vers le haut. J'ai effectué l'algorithme une fois et je recommence. Vers le bas, vers le bas, vers le haut et vers le haut. Au terme de cet algorithme, on peut déjà remarquer que les 4 coins supérieurs n'ont pas changé de place, mais ont une orientation modifiée. Je reviendrai sur ce point un petit peu plus tard dans la vidéo. L'important, c'est surtout de constater que les centres latéraux, le centre vert, le centre rouge, le centre orange et le centre bleu, sont revenus à leur place. Mais ce qu'on remarque également, dans le cas du centre de la face avant, de la face gauche et de la face droite, c'est que leur orientation a été modifiée de 180 degrés. En revanche, le centre qui était sur la face arrière a conservé son orientation initiale. Puisqu'on a vu qu'enchaîner 2 fois cet algorithme permettait de ramener les centres à leur place et de modifier l'orientation de ces 3 centres de 180 degrés, on serait tenté d'effectuer cet algorithme encore 2 fois pour rétablir l'orientation de ces 3 centres. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc une 3e fois. Et une 4e fois. On peut maintenant vérifier que chacun des 4 centres latéraux a bien retrouvé son orientation d'origine, mais on voit que ce n'est pas le cas des coins supérieurs du cube. Et si on prend comme repère la face supérieure qui a un centre jaune, on peut déterminer quel a été le changement d'orientation de ces 4 coins. Si on s'intéresse aux 2 coins avant, on constate que la facette jaune de ce coin qui était au départ ici, s'est retrouvé orienté dans ce sens, ce qui correspond à une rotation de 120 degrés dans le sens anti-horaire. C'est exactement la même chose pour celui-ci, ce coin a été tourné dans le sens anti-horaire. Si maintenant je regarde les 2 coins arrière,
il s'est passé exactement l'inverse, puisque la facette jaune qui était au départ ici sur ce coin s'est retrouvée tournée de 120 degrés dans le sens horaire, et c'est la même chose pour celui-ci. Donc en résumé, en effectuant 4 fois de suite l'algorithme standard d'un Scube classique, on a bien retrouvé l'orientation de chacun des centres, et chacun est revenu à sa place, mais on a modifié l'orientation des coins supérieurs dans le sens anti-horaire pour les deux centres avant, et dans le sens horaire pour l'orientation des deux centres arrière. Puisque chacun des 4 coins supérieurs a tourné de 120 degrés au bout de 4 exécutions de l'algorithme de base du Scube, on pourrait vérifier, je ne vais pas le faire dans cette vidéo, qu'il faut 12 exécutions de cet algorithme de base pour ramener le Super Scube dans son état initial, c'est-à-dire chaque pièce à sa place et chaque pièce avec son orientation initiale. J'arrive maintenant au bout de cette vidéo d'introduction sur les Super Scubes. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, qui sera la deuxième de la série, où je commencerai à décrire 2 Super Scubes que je n'ai pas encore détaillés dans d'autres vidéos de la chaîne, à savoir le Scube Kite et le Scube Ultimate. À bientôt!